Partout à travers le monde, l'indice de masse corporelle ou l'IMC est utilisé par les professionnels de la santé comme outil d'évaluation de la santé. L'IMC a un passé trouble et il s'est invité dans les lignes de pratique médicale de façon insidieuse. Comme souligné dans l'épisode précédent avec le professeur Després, l'utilisation de l'IMC est, à juste titre, de plus en plus critiquée par les scientifiques et plusieurs professionnels de la santé, tout comme le concept du poids santé. Aujourd'hui, je vous résume pourquoi l'IMC est un outil désuet pour évaluer la santé cardio-métabolique en 8 points. Première raison pour laquelle l'IMC est désuet, l'IMC ne prend pas en considération la composition corporelle ou la distribution du tissu adipeux. Deux personnes qui ont le même indice de masse corporelle, disons 30 kg par mètre carré, qui est la valeur utilisée par l'Organisation mondiale de la santé pour établir un diagnostic d'obésité, peuvent avoir une composition corporelle complètement différente. Une personne peut accumuler beaucoup de masse musculaire et peu de masse grasse, alors qu'une autre pourrait avoir peu de masse musculaire et beaucoup plus de masse grasse. Même chez les personnes qui accumulent beaucoup de masse grasse, deux personnes peuvent avoir une distribution du tissu adipeux, donc de l'organe qui stocke nos réserves d'énergie, qui est complètement différente. Certaines personnes, en majorité des femmes, accumulent davantage de tissu adipeux au niveau des hanches, des cuisses et des bras. On l'appelle le tissu adipeux sous-cutané, puisqu'il est situé sous la peau. Ce type de tissu adipeux ne semble pas avoir d'effet néfaste sur la santé cardio-métabolique. Les hommes, quant à eux, en accumulent beaucoup plus au niveau de l'abdomen et du foie. C'est le tissu adipeux localisé dans l'abdomen et le foie qui peut causer des problèmes de santé et l'IMC n'est pas vraiment un bon outil pour l'évaluer. Raison numéro 2. L'association entre l'IMC et le risque de maladie chronique ne prend pas en considération l'âge, le sexe ou la diversité ethnique ou culturelle. Les études démontrent que chez les personnes âgées, l'IMC est peu ou pas associé au risque de mortalité de toute cause ou de développer des maladies chroniques, alors que ce serait plutôt le contraire chez les plus jeunes. Les résultats d'autres études, par exemple l'étude des familles de Québec, ont démontré que des femmes doivent accumuler au moins 10 points d'IMC de plus que les hommes pour accumuler la même quantité de graisse au niveau de l'abdomen ou du foie. Par ailleurs, dans de nombreuses populations, comme celle des Asiatiques du Sud-Est, la capacité à stocker du tissu adipeux sous-cutané est limitée. En conséquence, le risque de maladie chronique est observé à des valeurs d'IMC très basses, rendant ainsi l'interprétation de l'IMC assez difficile. Troisième raison pour laquelle l'IMC est désuet. L'IMC n'est que faiblement associé avec le risque de maladie chronique chez les personnes en bonne santé. Pour les scientifiques qui effectuent des études sur de grandes bases de données afin d'identifier des facteurs de risque des maladies chroniques, c'est vraiment facile d'obtenir l'IMC. On n'a qu'à prendre une mesure du poids corporel et de la taille des participants. Parfois, on peut simplement leur demander quel est leur poids ou leur taille par le biais de questionnaires et d'autres fois, on peut aller chercher l'information dans des dossiers médicaux. C'est beaucoup plus difficile et fastidieux pour les scientifiques d'obtenir des données sur des facteurs que l'on peut véritablement contrôler, comme les habitudes de vie. La qualité de l'alimentation, notre niveau d'activité physique, la qualité du sommeil, la gestion du stress, etc. Parce qu'on ne peut tout simplement pas mesurer ces paramètres chez plusieurs centaines de milliers de personnes. Dans ces études qui ont évalué l'impact de l'IMC chez les personnes sans facteur de risque cardiovasculaire et qui avaient de saines habitudes de vie, l'IMC n'était que faiblement associé avec le risque de maladie chronique. Et si on ne prend pas le temps de mesurer ou de quantifier les habitudes de vie, on n'a pas le temps de mesurer d'autres facteurs qui peuvent influencer la relation entre le poids corporel et le risque de développer des maladies chroniques comme les cycles de perte et de gain de poids, les comportements alimentaires, l'environnement familial, social, alimentaire ou bâti, pour ne nommer que ceux-ci. Ainsi, l'association rapportée entre l'IMC et le risque de maladie chronique est biaisée par de nombreux facteurs confondants de nature biologique ou encore par des facteurs psychosociaux, environnementaux et même sociodémographiques qui sont presque jamais mesurés dans les études épidémiologiques. Raison 4. L'IMC est inutile pour identifier les personnes qui pourraient bénéficier de modifications des habitudes de vie. Dans la plupart des énoncés qui présentent des lignes directrices de pratique clinique, on suggère de conseiller aux personnes de poids élevé de changer leurs habitudes de vie afin de perdre du poids et être en meilleure santé. Cette recommandation, toute simple et en apparence anodine, repose toutefois sur deux fausses croyances.
D'abord, que les personnes avec un poids élevé n'ont pas de saines habitudes de vie et qu'ils mangent nécessairement trop. Et deux, que les personnes qui sont minces le sont parce qu'elles ont de saines habitudes de vie. La réalité, c'est que le risque de développer des maladies chroniques est beaucoup plus élevé chez les personnes minces qui sont en mauvaise santé que chez les personnes avec un poids élevé mais qui sont en bonne santé. L'adoption de saines habitudes de vie, c'est bénéfique pour tout le monde et pas seulement chez les personnes de poids élevé. Et les ressources que l'on investit, de même que les stratégies que l'on déploie pour améliorer les habitudes de vie des gens, ont des bénéfices pour tous, peu importe le poids corporel. Raison numéro 5. L'IMC ne change que très peu en moyenne chez les personnes qui adoptent de saines habitudes de vie de façon durable. Même si c'est très bien documenté que les facteurs génétiques expliqueraient de 50 à 75 % de la variabilité du poids corporel dans la population, on entend souvent dans le discours populaire que si l'on ne perd pas de poids, c'est parce qu'on manque de volonté, que si on a un poids corporel au-dessus de la moyenne, c'est parce qu'on est paresseux et que si on faisait vraiment des efforts pour se prendre en main, on perdrait du poids de façon durable. Ces messages sont très présents dans le discours populaire et sont véhiculés par des gens et des entreprises qui, plus souvent qu'autrement, retirent des avantages, notamment financiers, à propager les messages de la culture des diètes. La réalité est toutefois beaucoup plus complexe et nuancée. Je vais prendre du temps dans les prochaines capsules pour bien documenter l'impact de nos habitudes de vie sur le poids corporel. Mais ce qui est plus important de savoir pour le moment, c'est que dans la très grande majorité des études qui ont documenté l'impact de l'amélioration de la qualité nutritionnelle, plusieurs bénéfices mesurables sur la santé ont été documentés. Toutefois, dans la plupart de ces études, les pertes de poids sur la balance étaient minimes et observées seulement à court terme. On observe le même phénomène avec l'activité physique. Les personnes qui adhèrent aux recommandations des experts, que ce soit de faire de l'activité physique modérée à vigoureuse au moins 150 minutes par semaine ou marcher au moins 10 000 pas par jour, peuvent perdre un peu de poids, mais que les pertes de poids observées avec les changements des habitudes de vie sont rarement très spectaculaires et surtout, elles varient beaucoup d'une personne à l'autre. Il y a, en effet, des personnes qui perdent du poids en changeant leurs habitudes de vie, mais pour l'immense majorité des gens, ces pertes de poids sont minimes et ne sont pas durables. Pire encore, notre obsession pour le poids corporel et l'IMC contribue au cycle de gain et de perte de poids. À long terme, peu importe le poids, cet effet yo-yo peut avoir des effets négatifs sur la santé métabolique et la santé mentale. Et ceci m'amène à la raison numéro 6 pour laquelle l'IMC est un outil désuet. L'IMC ne mesure pas les effets positifs des changements des habitudes de vie. Au moins une demi-douzaine de belles études randomisées ont démontré que chez des personnes qui sont à haut risque de développer des maladies chroniques, des changements des habitudes de vie, notamment en améliorant la qualité de l'alimentation et en augmentant le volume d'activité physique, ont toute une chose en commun. La perte de poids moyenne dans les études qui ont démontré que des changements des habitudes de vie ont une incidence réelle et mesurable sur le risque de développer des maladies chroniques était de 0 kg. Une étude souvent citée qui porte le nom de Diabetes Prevention Program a toutefois démontré que, chez les personnes en situation de prédiabète, une perte de poids d'environ 4 kg était associée à une réduction de l'incidence du diabète de type 2 de 58 %. On ne sait toutefois pas dans cette étude si c'est la perte de poids, le changement des habitudes de vie ou une combinaison des deux qui expliquerait ces bénéfices. Si vous avez un IMC qui est égal ou supérieur à 30 kg par mètre carré et que vous perdez 4 kg, il est possible que votre IMC baisse d'un point ou deux, mais vous serez encore probablement considéré comme étant en situation d'obésité, même si vous avez complètement normalisé votre risque cardio-métabolique. Raison numéro 7. L'IMC influence négativement l'accès aux soins de santé et la qualité de ceux-ci. Les biais à l'égard du poids sont bien documentés dans la population, mais aussi chez les professionnels de la santé. Certains d'entre eux peuvent avoir des attitudes négatives à l'égard des personnes qui ont un poids corporel élevé. La littérature démontre que de telles attitudes influencent les perceptions des personnes, les jugements, les comportements interpersonnels et la prise de décision. Ces attitudes peuvent avoir un impact négatif sur les soins qui sont offerts, notamment en contribuant au sous-diagnostic ou au sous-traitement des troubles de santé mentale ou de nature cardio-métabolique. Les expériences de mauvais traitement ou les attentes à cet égard peuvent entraîner du stress et l'évitement des soins, la méfiance envers les professionnels de la santé et une faible adhésion au traitement.
La stigmatisation peut réduire la qualité des soins pour les patients malgré les meilleures intentions des prestataires de soins de santé de fournir des soins de haute qualité. Évidemment, de plus en plus de professionnels de la santé sont sensibilisés au phénomène de discrimination basé sur le poids corporel, mais il reste évidemment encore du travail à faire. Et finalement, la raison numéro 8 pour laquelle l'IMC est un outil désuet, l'IMC contribue à la stigmatisation des personnes de poids élevé et peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale. Les personnes de poids élevé peuvent être confrontées à des attitudes négatives et des jugements sociaux, ce qui peut entraîner une baisse de leur estime de soi et une détérioration de leur image corporelle. Cela peut contribuer au développement de la dépression, de l'anxiété et de d'autres problématiques de santé mentale, allant de l'isolement social à des difficultés dans les relations interpersonnelles. Cette forme de stigmatisation insidieuse peut amorcer un cycle de honte et de culpabilité. Cela peut aggraver les symptômes de la dépression et de l'anxiété, ainsi que de favoriser les troubles des comportements alimentaires. Pour un nombre grandissant de scientifiques et de professionnels de la santé à travers le monde, l'IMC est un outil peu utile pour évaluer la santé des gens. Il pourrait même avoir plus de conséquences néfastes que de bénéfices. Les voix des scientifiques sont toutefois de plus en plus entendues. À preuve, l'American Medical Association, une puissante organisation médicale aux États-Unis, a adopté une politique visant à clarifier la manière dont l'IMC peut être utilisé comme mesure en pratique clinique. Le rapport souligne qu'en raison des éléments auxquels j'ai fait référence, l'IMC est un moyen imparfait de mesurer la graisse corporelle qui peut causer préjudice à la santé. Voilà, c'était les 8 principales raisons pour lesquelles l'IMC est maintenant considéré comme un outil désuet. Vous aurez compris que le but de cette capsule était de les présenter en rafale. Je suis peut-être passé un peu rapidement sur les détails des études présentées dans le but de pas trop m'éterniser, mais sachez que vous pouvez consulter ces références qui sont disponibles sous toutes les capsules.